Ah, Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche et cette semaine, je reçois Dave Turcotte, créateur du Musée virtuel d'histoire politique du Québec et l'actuel directeur de bureau de la députée bloquiste Christine Normandin. Bonjour Dave. bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Excellent, merci d'être là. Ça fait plaisir, c'est un grand plaisir pour moi. Puis c'est un grand plaisir pour moi aussi, Dave, parce que je pense que tu le sais, je pense que tu m'as entendu dire ça plusieurs fois. Ça fait quelques fois là, que je vois tes publications, là, les publications on va en parler aujourd'hui, du Musée virtuel d'histoire politique du Québec. Je vais le dire tout de suite, hein, qu'on peut retrouver à politiquequebec.com. Ça fait quelques fois que je vois vos publications et puis j'étais comme, il faut que j'invite Dave aux engagés publics parce qu'il me semble que je veux savoir l'histoire derrière ça, je veux savoir comment il a créé ça, comment il fait pour avoir le temps de créer ça. Donc, Dave, ma première question, je veux savoir, en plus, tu travailles encore en politique, on parlait tantôt depuis moi de nos passés politiques ensemble, mais comment ça que tu prends pas le temps de vivre une vie normale, puis que tu vas encore t'impliquer? Comment t'es venu le goût et l'envie de monter ce musée-là? Comment tu le présenterais? Ben, il y a eu la pandémie. Oui, j'ai Donc, entendu parler de ça, oui. en politique, souvent, les soirs, les fins de semaine sont consacrés ce qu'on appelle aux représentations, là, hein, d'aller sur le terrain, soit représenter la députée pour laquelle j'ai le plaisir de travailler maintenant, ou d'aller faire des rencontres de travail, etc. Donc, il y avait plus ça. Donc, ça libère beaucoup l'agenda. Mais il y a aussi des passions. Il faut vivre de nos passions Ouais. puis les encourager. Puis ça fait des années que je collectionne des pièces d'objets politiques de OK. différents partis politiques. Puis je me Mais tu as dis, commencé quand? Personnellement, tu as pardon? commencé quand à collectionner pour le plaisir, ça? Ben, je pourrais dire que mes premières pièces datent du référendum de 95. Quand j'étais tout Quand jeune, à ce même? moment-là, peut-être 12 ans, j'avais été au local référendaire de Saint-Jean puis de Chambly, puis j'avais été leur demander s'il y avait des dépliants, des documents, puis là, récemment, je les ai retrouvés. Donc, je les ai maintenant en quelques exemplaires, mais mes premiers exemplaires sont précieusement conservés parce que c'est mes premières pièces. Mais donc, depuis, je ramasse, puis je me dis, puis les gens m'en parlent aussi, ils me disent, ah, mais il semble que ça fait longtemps que tu ramasses, on aimerait ça voir ça, on serait curieux de voir ça. Ouais. Et à défaut que le gouvernement du Québec fasse un musée national d'histoire politique, je me dis, ben, en attendant, sans toute sans prétention aucune, mais je me dis, ben, je pourrais m'occuper durant la pandémie, numériser des documents, prendre des photos, puis les mettre sur un site web. Mais là, je me suis dit, je ne peux pas juste flanquer des photos sur une page web, puis comme ça, là. Il faut qu'il y ait un contexte, il faut qu'il y ait quelque chose. Et là, c'est là qu'il m'est venu l'idée de. Je me suis dit, je vais y aller par exposition virtuelle, disons ça comme ça. Puis, bon, ben, le musée a été créé ainsi depuis octobre dernier, donc OK. euh, pratiquement là, bientôt un an, là. Puis comment tu le décrirais? Qu'est-ce qu'on trouve sur ce musée-là? Puis c'est quoi les expositions de ton cours? Ben, en ce moment, ma première exposition, c'est l'élection de 1970. Vu que je l'ai lancée en octobre, ça a été vraiment le Mhm. momentum, octobre 70. Tout le monde parlait de la crise d'octobre, mais je me suis dit, il y a quelque chose avant. Il y a eu quelque chose avant l'élection du gouvernement de Robert Bourassa. Puis je me suis dit, ben, je pense que c'est quand même aussi un élément déclencheur dans le scénario, sans que ça le soit uniquement. Donc, je me suis dit, ben, je vais commencer par cette exposition-là parce que je pensais ne pas avoir beaucoup de pièces OK. de cette élection-là. Je me suis dit, ben, ça va être facile. Je vais en avoir pas beaucoup à présenter, donc je vais commencer modestement pour m'apercevoir que finalement, j'en avais beaucoup et que c'était sûrement l'élection que j'en avais le plus parce Ah en ouais? fouillant dans mes archives, je me suis dit, ah ben ça c'est 70, ah oui, ça c'est 70, ah oui, ça c'est 70. Et là, finalement, m'apercevoir que j'avais un bon fond d'archives de cette élection-là. Mais je t'arrête. Mais on est tous, puis je pense que les auditeurs, on est tous des fans de la politique, mais c'est pas tout le monde qui a beaucoup de stocks d'élections et de l'année 70. Comment tu t'es ramassé Non. avec tout ça? Je ne sais pas, mais je suis un peu fou, fait que oui, là. T'accumules quand les gens jettent, t'es comme non, non, donne-moi ça, Oui. puis. Ouais. Ben oui, beaucoup de dons.
beaucoup de gens, puis ça, je le dis, puis je le répète souvent, un des objectifs principaux de mon initiative, c'était aussi, bon, en politique, on voit des fois qu'on milite, puis c'est beaucoup plus des personnes âgées avec le temps. Et ces personnes-là, souvent, ont peur que leurs enfants, leurs petits-enfants ne s'intéressent pas vraiment à la politique Ouais, et ont peur de tout perdre ça, ouais. les objets qu'ils ont collectionnés. Fait que souvent, des militants plus âgés m'ont donné là, des caisses de documents, puis tout ça. Puis là, en fouillant là-dedans, bon, il y a des dépliants, il y a des choses intéressantes, des fois des choses moins. Puis Ils ça. sont attachés, hein, ils veulent pas jeter ça au vidange. Puis les gens connaissant ma passion, puis qui savaient que cette eau bien préservée, protégée, tout ça. Fait qu'avec les années, j'en ai ramassé beaucoup. Puis aussi, ben, beaucoup d'achats aussi, là. Disons que c'est plusieurs. Quelqu'un m'a demandé récemment combien j'évaluais, là. Ça doit être ça doit être quelques dizaines de milliers de dollars, là, OK. sûrement en acquisition d'objets, puis tout ça, là. Il y en a quelques-uns, quelques pièces derrière moi, là, mais c'est c'est- C'est un c'est- échantillon. très court, très petit. J'ai plusieurs pièces dans ma maison OK. consacrées à cette collection-là, là. OK. Donc, Puis, l'élection de 70. ouais. Donc, le but du musée, c'est présenter à terme une exposition par élection et surtout les premiers ministres aussi. Là, il y a déjà deux premiers ministres. Chauveau, le premier ministre du Québec. Je vais commencer par le premier, si on veut aller dans l'ordre. Et par la suite, vous me direz que ma deuxième exposition, c'est le 10e. C'est pas parce que je prends toutes les 1 puis je rajoute des zéros, là. Mais ça a tombé comme ça parce que Flynn, premier ministre Flynn, c'était le 125e anniversaire de son assermentation OK. cette année. Je me suis dit, bon, ben, et sûrement Belle seulement moi, occasion. le freak de la politique historique, qui a fait un calendrier avec toutes les dates de naissance, de décès, d'assermentation des premiers ministres du Québec. Donc, j'ai tombé sur cette date-là. Je me suis dit, bon, ben, il faut. Puis j'aime les défis. Il y a très peu d'objets sur le premier ministre Flint. Il y en avait très peu sur Chauveau, mais j'ai réussi à en trouver. Donc, je suis pas mal fier. Et c'est souvent, dans ces deux cas-là, c'est des arrière-petits-fils et filles des premiers ministres qui m'ont aidé là, à trouver des objets pour l'exposition. Donc, Donc, je tu suis les as fier de. contactés, tu as essayé de trouver les descendants, parce que C'est tu t'es eux qui dit, m'ont contacté. ah oui, carrément, parce que là, je me Oui. dis, tu sais, là, tu m'expliqueras l'histoire, mais tu te dis, OK, je veux faire ça sur ce gars-là. Puis moi, en passant, parenthèse, pour un peu de recherche pour l'épisode, moi, je suis allé voir le site et j'ai découvert c'était qui. Bon, merci, j'avais aucune espèce d'idée c'était qui. Donc, c'est toujours le fun de découvrir notre histoire. Mais là, tu te dis, OK, moi, je me donne le défi de prendre ce gars-là, ce premier ministre-là. Je me demande, c'est quoi ton. Est-ce que. Donc là, tu m'expliques qu'eux autres avaient déjà contacté, mais est-ce que toi, des fois, tu vas aussi à l'avant et tu vas contacter Euh, les gens? ben, Chauveau, j'ai fait une entrevue. Puis dans une entrevue, on m'a demandé quelle sera votre prochaine exposition. Mais je me suis dit, j'aimerais ça en faire une sur un premier ministre. Pourquoi pas commencer par le premier, donc Chauveau. Fait que j'ai lancé ça comme ça. Et quelques semaines plus tard, une personne que je connais, un ami à moi, m'a dit, tu sais-tu que dans ma famille, j'ai l'arrière-petite-fille de Chauveau par la famille par alliance. Wow. Et là, en mettant en contact, cette famille-là avait des objets qu'ils étaient en pourparlers à remettre aux archives nationales, mais qui n'ont jamais été remis à cause de la pandémie, donc ils le seront après la pandémie. Donc, j'ai eu le privilège de pouvoir être le premier musée à les présenter au grand public. Super. Des pièces qui ont appartenu à Chauveau, là. Super. Dans le cas de Flynn, c'est l'arrière-petite-fille qui a vu sur Facebook et sur Internet mon musée. Puis à un moment donné, elle a commenté une de mes publications en disant, ah, moi, je suis l'arrière-petite-fille du premier ministre Flynn. Et là, je l'ai écrit, puis j'y ai posé des questions, puis elle m'a envoyé des photos de famille, puis de l'arbre généalogique, etc. Il y a des premiers ministres que c'est plus facile à documenter que d'autres. La prochaine exposition que je veux faire comme premier ministre, ça sera Adela Godbout. Plus connu historiquement. J'ai toujours espoir qu'il y a encore des descendants, là. Donc, j'espère à un moment donné que quelqu'un me mette en contact avec eux, puis que peut-être qu'il y a des pièces inusitées qu'on puisse présenter, Ouais. hein. As-tu des appels à faire? Tant qu'à ça, tant qu'à avoir une tribune, je te ferai une petite coupe puis tu pourras l'utiliser. Mais as-tu des appels? Sur quoi tu travailles en ce moment, justement? C'est ça. La prochaine exposition, c'est Adélard Godbout, parce que c'est l'anniversaire de sa nomination comme premier ministre. Euh, c'est sûr qu'il y a des premiers ministres qui me parlent plus là, Mais pour tu y faire. vas un à la fois. Là, tu as juste Godbout pour l'instant. Ouais. Ok. Ben, Daniel Johnson, j'aurais aimé, mais j'ai décidé d'y aller par l'élection de 1966 parce que j'ai reçu récemment beaucoup d'objets de Daniel Johnson de la part de son ancien chauffeur.
Donc, il m'a remis des photos, des objets qui lui ayant appartenu, etc. Mais c'est quand même un gros morceau. Au même titre que Duplessis, j'aimerais beaucoup, mais c'est un gros morceau à faire. OK. Donc, je ne suis pas un historien, moi, là. Puis, le musée, je suis seul. Je suis seul à faire les textes, faire la recherche, trouver les objets, prendre les photos. Là, on ne le voit pas parce que c'est devant moi. Moi, je la vois, mais je me suis acheté une chambre là, pour un petit studio, là, une boîte studio pour prendre des photos d'objets de meilleure qualité, tout ça. Bon, des scanners plus grand format, etc. Faire la promotion du musée. Fait que je suis seul dans cette initiative-là. Puis comme tu l'as mentionné, ben, j'ai aussi une job à temps plein, hein. Donc, puis je vais aussi avec les trouvailles que j'ai. L'élection de 66, j'avais un peu abandonné le projet. Puis là, il y a quelques personnes qui m'ont contacté et qui m'ont dit si t'es intéressé, on a telle chose, telle chose, telle chose. Et là, je me suis dit, il faut que je la fasse. Là. Il y a trop de hasard. Ouais. Et on vient à connaître aussi, c'est un petit milieu, les collectionneurs d'objets politiques québécois. Il y a Hmm. beaucoup de collectionneurs d'objets politiques américaines, Oui. sans offense. Oui. Mais québécoises, il y en a quand même peu. Et on vient qu'à se connaître éventuellement. Puis jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance là, d'avoir développé des bonnes amitiés avec un certain nombre d'entre eux qui acceptent de me prêter de leurs objets pour bonifier mes expositions. Et l'avantage du web, c'est que lorsque je reçois une nouvelle pièce, ben, je peux l'ajouter pratiquement en temps réel. Si c'était un livre ou autre, ben, un coup que le livre est publié, on ne peut pas faire un annexe. Là. Ouais, ouais. Puis tu m'enlèves les mots de la bouche parce que j'allais justement comparer, on pourra en parler, toi puis moi on est des passionnés de l'histoire américaine et des États-Unis aussi, mais ça Euh, existe bien. Je Je vais- ne peux pas cacher ma carte là, Vas-y, derrière moi. Là. ben oui, la grande carte, puis je suis sûr que tu as plein de souvenirs aussi, je vois la Statue de la Liberté, la Route 66, la Ben, Liberty c'est la Bell, tout carte, ça, à vrai là. dire, la carte, c'est la carte de mes voyages aux États-Unis. Là, on ne les voit pas beaucoup à cause de l'effet lumineux. Là. Mais effectivement, je suis un passionné de voyage aux États-Unis. J'aime pas l'avion, donc les Ah, destinations sont peu multiples, disons ça comme ça. Et quand j'étais député, ben, prendre des vacances au Québec, j'avais toujours l'impression d'être à la job là, ou d'être en tournée électorale il y a toujours un à travers le journal, là, pays. en quelque part, là, tu vois les éditos, puis C'est là, ça, c'est ça. Tu sais, t'arrives dans le restaurant du village, puis il écoute LCN, le Journal de Montréal est sur le comptoir. Fait que là, tu as l'impression d'être à la job. Là. Donc, comme je parle pas beaucoup anglais, ou ah, très peu, disons ça comme ça, je me suis dit, bon, ben, en allant aux États-Unis, je vais vraiment décrocher. Mais je n'ai pas décroché de la politique parce que j'ai découvert l'univers des musées présidentiels, et des voilà. maisons présidentielles, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et ça m'a confronté à la dure réalité que malheureusement, au Québec, nous n'en avons pas beaucoup. Et pourquoi tu Mais on penses que c'est comme ça? je pense que c'est une question de culture, de principe. Tu sais, aux États-Unis, quand même, un président, même s'il est mal aimé, il demeure président. Son titre, il La conserve. fonction. Ouais. La fonction est à vie. Il y a une question d'argent aussi. Les présidents amassent beaucoup d'argent, ou leurs fondations, pour bonifier leur musée présidentiel. Il y a une valorisation des partis aux États-Unis pour leurs présidents, ce qui est peut-être pas aussi présent au Québec. Mais quoi qu'il y a quand même des belles initiatives, je dois souligner l'espace Paul Sauvé à Saint-Eustache. Il y a eu une belle restauration. On peut visiter une réplique de son bureau là, à moindre échelle. Ici, dans mon coin, il y a la maison natale de Honoré Mercier, qui est quand même intéressante. Le domaine Joly de Lotbinière aussi, là, dans le coin de Chaudière-Appalaches. Donc, il y a quand même quelques lieux, mais je crois qu'il pourrait en avoir plus. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais. Je crois que le gouvernement du Québec pourrait. C'est drôle parce que quand j'ai lancé mon projet de musée, mais à vrai dire, l'été passé, je me suis dit, je ne peux pas aller visiter aux États-Unis, donc il va falloir que je visite au Québec. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais visiter d'histoire politique au Québec? Il n'y a pas beaucoup de musées, etc. Il y a l'espace René Lévesque en Gaspésie, là, qui est quand même une très belle initiative aussi. Je me suis dit, bon, je vais chercher tous les noms de rues, les parcs, les lieux de toponymie qui rappellent l'histoire des premiers ministres du Québec. Mhm. Et j'ai fait une carte interactive, elle est sur mon musée d'ailleurs, dans l'exposition Premier ministre, là, qui explique tous les premiers ministres et la fonction de premier ministre. Il y a une carte interactive que j'ai faite, puis on peut trouver, bon, jusqu'à maintenant, où est-ce que j'en suis, les maisons de naissance, où est-ce que les premiers ministres du Québec sont Wow. décédés, où est-ce qu'ils sont nés,
où ce qui ont été enterrés. J'essaie de trouver, comme j'en ai fait une similaire pour les présidents américains, mais qui était très facile à faire parce qu'il y a tellement d'ouvrages faits pour les présidents américains. Mais là, j'essaie d'en faire une version Québec et on peut trouver les lieux de toponymie du Québec. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que mon idée va faire du chemin, là, puis éventuellement, il y a peut-être quelque chose que le gouvernement du Québec va prendre Oh, prochainement. Mais bon, OK. T'as-tu une annonce à mais nous faire? Qu'est-ce qui se non. passe? Non, OK. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est une bonne chose. Et cependant, ce qui est intéressant, c'est que je me suis aperçu que malgré tout, il y avait beaucoup de lieux qui rappelaient la mémoire de nos premiers ministres au Québec. OK. Et là, ben, je me suis dit, ben, cet été, l'été passé, et là, j'ai continué depuis à essayer d'aller dans différentes régions, prendre des photos des panneaux, des parcs, etc., puis de documenter ça pour rendre accessible, puis faire en sorte que les gens, en prenant leur marche dans leur quartier ou autre, ça m'a étonné. J'ai quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit qu'il a vu la carte, puis il y avait juste à côté de chez lui le parc Chauveau, mais il y avait Olivier Chauveau, dans ce cas-là, le parc s'appelait Olivier Chauveau, et il ne savait aucune idée c'était qui ce monsieur-là. Et finalement, c'est le premier ministre du Québec, Pierre-Joseph Olivier Chauveau. Et il se demandait pourquoi que la fête nationale à Sherbrooke était dans ce parc-là quand il y avait des parcs plus grands. Puis là, il a dit, ben, c'est peut-être parce Bien que compris. c'est dans le parc du premier ministre. Est-ce que c'est la vraie raison ou pas? Je ne sais pas, mais bon, tout ça pour dire que ça fait jaser, puis je trouve que c'est intéressant parce qu'on met une histoire derrière le nom, ce qui est important aussi pour valoriser notre histoire puis la fierté du Québec. Corrige-moi, tu dois savoir ça plus que moi, là. Aux États-Unis, eux autres, c'est le gouvernement qui investit dans, je veux dire, l'histoire et la mémoire présidentielle. Il y a un peu d'investissement de l'État là-dedans quand même. C'est Oui, structuré, là. depuis Hoover, tous les musées présidentiels sont certifiés, si on peut dire, par le gouvernement. Et c'est obligatoire, les présidents là, doivent remettre leur archive Ouais. présidentielle et sont préservés. Au fond, c'est une façon de préserver les archives présidentielles, de faire une library, donc une bibliothèque présidentielle, et donc, tant qu'en faire une, mais aussi bien faire un musée. C'est Roosevelt Franklin Delano Roosevelt, qui a mis ça en place, puis peut-être pour ne pas se faire taxer de commencer par lui-même, a décidé de commencer par son C'est prédécesseur. une bonne idée. Donc, Hoover. Et depuis Hoover, il y en a. Cependant, il y a beaucoup de présidents américains avant Hoover qui en ont un musée présidentiel ou un musée présidentiel et bibliothèque présidentielle ou là, dans certains cas, il y en a que ce n'est que la bibliothèque et d'autres seulement que le musée. Mais ils ne sont pas dans le réseau des musées présidentiels, mais ils sont très intéressants à visiter, entre autres celui de Abraham Lincoln à Springfield, Illinois, Illinois. est magnifique. Magnifique, c'est un des plus beaux, là, je pense, musées présidentiels, même s'il n'est pas certifié. Moi, j'ai juste vu celui de JFK dans le Maine, mais merci. Oui, très beau. C'était Ouais. beau aussi. Ouais, Et celui de Lincoln, ce qui est beau, c'est que comment je pourrais dire ça? Moi, j'aime beaucoup ce genre d'interprétation-là. Il y a un terme là, ça s'appelle là, dans la muséologie, là, mais je ne me souviens plus du nom. Là. Mais c'est au fond, on fait une reproduction d'un lieu. Donc, quand on arrive dans le musée de Lincoln, bien, on a une reproduction de sa log cabin là, de naissance, donc ouais, ouais, sa ouais. rond, avec bon, des mannequins de lui. Puis après ça, il y a une reproduction de la Maison Blanche, mais pas grandeur nature, on s'entend, là, mais quand même qui est immense là, en hauteur. Mais tu sais, on a l'impression on rentre dans des décors, puis on a l'impression de vivre une partie de cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Pour des gens qui ne sont pas des initiés de la politique, ça peut être des bonnes façons de s'initier au fond. Puis ça, c'est intéressant par mon musée parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais, surtout les gens de mon coin, de Saint-Jean-sur-Richelieu, que je n'ai jamais pensé qu'il y avait un intérêt pour la politique. Et ils m'ont écrit des commentaires pour me dire qu'ils adoraient mes expositions, qu'ils adoraient mon musée, etc. Donc, je me dis, ben, tant mieux si je fais connaître notre histoire, puis si je fais aimer la politique d'une autre façon aux Ouais, c'est gens, ben, ça. tant mieux. Qui est moins C'est ça. partisan, qui est peut-être plus Exact. accessible. Je Là, tente le plus possible d'être. Je suis politique, bien entendu, parce que c'est une histoire politique. J'essaie d'être le moins partisan possible, mais j'y vais avec la collection. Donc, c'est sûr que la plus grande de ma collection est des partis davantage indépendantistes, donc du Parti québécois, etc. Donc, c'est toujours plus difficile là, Il y a des gens qui me disaient tu devrais faire une exposition sur le référendum de 80 puis de 95.
ce ne sera pas les premières expositions que je vais faire parce que j'ai beaucoup plus de choses du oui que du non. Et c'est sûr que j'ai quand même mon cœur est davantage sur le oui. Donc, je serais biaisé là, de prétendre être non partisan sur cette question aussi tranchée que l'indépendance du Québec, Ah mettons. ouais. Là, je me suis accroché, là, j'ai dit, allez pas, là, les auditeurs, allez pas dans le Maine pour le musée de JFK, c'est dans le Massachusetts, là. Fait que je me suis trompé, allez pas dans le Oui, mauvais état. effectivement. Effectivement, Je voulais j'aurais juste me juste compris reprendre. le reste. Je voulais juste me Oui. reprendre. Euh, tu penses-tu qu'un jour, on va arriver là, à avoir ces... peut-être pas des bibliothèques pour tous les premiers, les premières ministres, mais penses-tu qu'à un moment donné, on va avoir une plus grande reconnaissance, on va faire plus attention à la mémoire politique d'ici? Oui, mais moi j'aimerais ça. Puis d'ailleurs, c'est bien que tu me ramènes à l'ordre parce que c'est là-dessus que je voulais partir tantôt, puis Parfait! j'ai dévié. Mais moi, ce que quand j'ai fait ma carte interactive, j'ai commencé à trouver des maisons de premier ministre. Et à ce moment-là, c'était au cœur de la pandémie. Puis de mémoire, j'en avais trouvé 4 maisons de premier ministre qui étaient à vendre à ce moment-là. Mhm. Puis je me suis dit, pourquoi que le gouvernement du Québec n'achète pas ces maisons-là? Puis souvent, c'est des maisons modestes, mais c'est pas grave. Et moi, ce que je proposerais à un gouvernement, c'est d'acheter les maisons de nos anciens premiers ministres, de restaurer les enveloppes extérieures, donc de les mettre, les préserver comme à l'époque. Et les enveloppes intérieures, quand c'est possible de le faire, tant mieux. Mais si ce n'est pas possible ou si c'est trop onéreux, ben de les mettre aux normes sous forme de musée, donc, et d'avoir des petites expositions sur chacun de ces premiers ministres-là à travers le Québec, plutôt que d'avoir un grand musée Ouais. où tout le monde doit se déplacer à Québec ou à Montréal, mais de pouvoir avoir un circuit québécois rappelant l'histoire de nos premiers ministres et en même temps l'histoire régionale de leur région, ce qui ne serait pas inintéressant non plus. J'ai vu aujourd'hui que le gouvernement du Québec a annoncé là, un réseau Ben oui. de bâtisses, là, de maisons ou d'immeubles patrimoniaux. Là. Bon, je pense que c'est Espace Bleu, je sais pas, L'espace quelque bleu, chose oui, comme ça. exactement. Mais je me suis dit, ben, c'est pratiquement ça, là. Donc, mais moi, dans mon cas, c'est par rapport au premier ministre. Mais souvent, les premiers ministres viennent de différentes régions, puis on pourrait gagner à faire connaître. Il peut y avoir un passeport. Aux États-Unis, les musées présidentiels, il y a un passeport, là, puis tu fais étamper Qui a d'un fait lieu à tout. l'autre. Puis à la fin, là, ça a l'air que quand tu as tout étampé, ben, tu reçois un certificat ou un cadeau, quelque chose comme ça. Il m'en reste quelques-uns, là, mais à chaque fois, il faut pas que j'oublie d'amener mon passeport à chaque fois, là. Mais tout ça pour dire que ça pourrait être intéressant. Puis pour les enfants, les familles, si les expositions sont plus courtes, mais sont plus intenses, sont plus captivantes, ben, ça donne un petit clin d'œil. Puis après ça, les gens vont voir. Puis l'autre chose, c'est pas normal non plus qu'il y a beaucoup de premiers ministres du Québec encore qui n'ont pas une biographie de publiée. Là. C'est quand même. Tu penses à qui? Flynn n'a pas de biographie. Récemment, Joly de Lotbinière n'en avait pas en français. Septentrion vient d'en publier une il y a quelques jours, quelques semaines à peine. C'est une très belle, très bonne biographie. Mais donc, moi, j'ai un attachement pour Félix Gabriel Marchand qui est de mon coin. Il y en a une biographie publiée, mais qui date des années 70 par Lionel Fortin, un historien de notre coin, mais mériterait effectivement d'en avoir une plus récente, mais au moins il y en a une dans son cas. Là. Puis il y a quelques publications qui ont été faites par Claude Corbeau, entre autres, etc. Mais il y a des premiers ministres qui ont passé dans l'oubli. Mousseau, je ne suis pas sûr qu'il y ait une biographie de lui. Je le connais pas non plus. Ben, c'est ça. Donc, Mais qu'est-ce que il y tu en dis? Je il y sais en pas a si... il y en a qui méritent moins d'être connus, mais quand même, c'est le premier ministre. Au même titre que des présidents américains qui méritent moins d'être Ouais, ok, connus. on va peut-être tasser dans l'histoire. Mais là, tu m'inspires une question, puis volontairement, tu vas voir qu'est-ce que je fais, là, mais qu'est-ce que tu dirais au monde qui dit, de toute façon, Dave, là, c'est de l'histoire. C'est comme, il n'y a personne qui s'intéresse à ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de livre, ça vend pas, là. Tu sais, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Ben, il y a de l'intérêt. Moi, je l'ai vu depuis que j'ai mon musée, les gens m'en parlent. Des gens qui m'écrivent, me posent des questions, qui souhaitent avoir accès à des archives, à des documents. Encore hier, il y a quelqu'un qui m'a écrit, est-ce que tu aurais une copie du programme de l'ADQ de 94, du Parti québécois de 94 et de 98? Je ne sais pas trop pourquoi qu'il voulait l'avoir, mais il avait C'est besoin de précis. consulter ça Ouais. pour quelque chose. Puis il me disait, ah, j'ai été sur le site de l'Assemblée nationale, malheureusement, c'est pas accessible et tout ça. Moi, je les avais,
Mais là, finalement, entre-temps, il les a trouvés sur le site de la Société du patrimoine politique du Québec, dont je suis membre. Et finalement, il a trouvé là, que beaucoup de programmes des partis politiques étaient dessus, ce site-là. Mais ben, c'est ça. C'est pas, je sais que l'Assemblée nationale travaille aussi à rendre davantage accessibles leurs archives, mais c'est une question, ça coûte cher, hein, les archives. Euh, Félix Rose l'a mentionné lors du gala cinéma, Québec Cinéma en fin de semaine, lorsqu'il a gagné son prix pour le documentaire Les Roses. Ça coûte cher, les archives. Mais c'est important, c'est notre histoire, c'est ce que nous sommes. Il y a un prix Puis, aussi à ne pas savoir son histoire, par exemple. exactement. Exactement. Jean Lesage, à l'élection de 66, à ses détracteurs sur l'éducation, qui trouvaient que l'éducation coûtait très cher, il disait essayez l'ignorance, ça va coûter plus cher. Exact. Ben, l'histoire, c'est la même chose. Dave, t'en es-tu d'être député? Ça dépend des jours. Oh, oh, oh! Ça dépend des jours. Quand ça va pas à mon goût, je me dis j'aimerais ça être à l'Assemblée nationale poser quelques questions. Comme on dit, remettre ça sur le Ouais, drette. Mais ouais, bon. ouais. Mais pour être franc, c'est vraiment, là, pour l'avoir été pendant 10 ans, 3 mandats, c'est quand même particulier. Là, malgré mon jeune âge, je suis dans la deuxième moitié, donc dans la moitié des plus anciens, plus que de la moyenne là, des députés. Peux-tu juste expliquer, mettons qu'on a des auditeurs qui savent pas, Oui. je sais pas, ils doivent être très jeunes, là, parce que moi je t'ai connu longtemps, mais pour ceux qui te connaîtraient pas, peux-tu raconter un peu là, ton parcours de député, qu'est-ce que tu as fait pendant tant d'années? Ouais, ben, j'ai été candidat en 2007 à ma première élection à l'âge de 23 ans. Si j'avais été élu, j'aurais battu à ce moment-là le record que Claude Charron détenait OK. et André Boisclair. Cependant, ben, j'ai perdu mon élection et un Simon-Pierre non, Simon-Pierre Diamond Ouais, c'est ça. qui a été élu à ce moment-là, qui de toute façon m'aurait battu mon record. Il faut que ça ne me serve à rien d'être élu à cette élection-là pour avoir le record. Puis Léo Bureau-Blouin, par la suite, aurait Exact. fait de fait ça aussi. Donc, ma première élection en 2007, j'ai perdu, mais je suis arrivé deuxième dans ma circonscription. Et en 2008, donc pratiquement un an après, parce que bon, c'était un gouvernement minoritaire, en 2007, j'ai été élu. Je pourrais ajouter contre toute attente, là, parce que les gens, même dans mon parti ou des gens dans mon coin, s'y attendaient pas à cette victoire-là, À mais je Saint-Jean, l'ai hein, c'est gagné bien ça? à Saint-Jean. Et 2012, j'ai été réélu au gouvernement, au sein du gouvernement de Pauline Marois, et où j'étais whip adjoint du gouvernement. Et dans un gouvernement minoritaire, donc c'est moi qui s'occupais des travaux parlementaires là, au Salon Bleu de la discipline de parti, la présence des députés, s'assurer que le gouvernement ne tombe pas dans un vote, donc c'est quand même un enjeu important. Et par la suite, en 2014, j'ai été réélu. Mon voisin de mon parti, du Parti québécois, mon voisin à l'Est, Saint-Jean-sur-Richelieu, donc c'est en Montérégie. Donc, mon voisin à l'Est du Parti québécois était le député de Rimouski. Donc, ça dit qu'il y avait quand même eu. J'étais pas mal seul alentour. Donc, mais quand même, j'ai été réélu. Et en 2018, je me suis présenté et malheureusement pour moi, j'ai perdu. J'ai eu plusieurs fonctions parlementaires à l'opposition, là, mais mes principales batailles ont été la question de la lutte à la pauvreté, de la solidarité sociale, l'économie sociale, les services sociaux. J'ai fait beaucoup pour les parents d'enfants handicapés. D'ailleurs, par la suite, là, quand la politique m'a quitté, ou si on peut dire ça, je ne sais pas si ça existe que la politique nous quitte, mais bon. Parce que clairement, la passion, toi, tu l'as encore. Quand j'ai perdu, d'ailleurs, j'ai travaillé, on m'a donné des mandats pour m'occuper encore des parents d'enfants handicapés. Mhm. Puis j'ai obtenu là, un investissement de 39 millions de dollars par année supplémentaire pour les parents d'enfants handicapés Bravo. au Québec. Donc, j'ai continué à faire de la politique sans être en politique. Ben, tu as continué à changer les choses, mais par un autre chemin. Oui, effectivement. Bravo. Puis là, récemment encore, je ne m'attendais pas à ça. Mon seul projet de loi que j'ai déposé dans mes 3 mandats de député, Ouais. c'était pour créer, pour désigner un insecte emblématique au Québec, OK. le papillon amiral. OK. Et là, le gouvernement de la CAQ vient d'adopter le projet de loi ou Es-tu va sérieux? l'adopter dans les prochains jours. Et là, parce que tout le monde m'écrit et dit ton papillon va être reconnu enfin. Tout. Puis j'ai dit bon, ben regardez, là, je continue. Ça valait la peine.
Mais blague à part, moi j'étais intéressé, là, puis je trouve ça intéressant là, que t'as plus pas des attaches, mais tu es libre, on va dire comme ça. Qu'est-ce que tu retiens maintenant de toutes ces années comme parlementaire? Tu as quand même une expérience particulière, notable, tu as été dans un gouvernement au Québec. Que tu trouves qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années-là? Pour tous les gens qui disent que la politique ne peut pas rien changer puis que les politiciens ne peuvent pas rien changer, je suis triste de leur dire qu'ils sont dans le champ. J'ai vu des politiciens au quotidien changer les choses, changer la vie des gens. Je crois avoir été de ces politiciens-là, de ces députés-là, qui a changé la vie de ses concitoyens. Récemment, dans ma circonscription, je me suis présenté dans une boutique de livres usagés. Puis la propriétaire m'a reconnu malgré que j'avais mon masque et m'a dit, elle dit, vous, Monsieur Turcotte, elle dit, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma sœur, mais durant les inondations, il y a 10 ans, là, maintenant, les grandes inondations de la rivière Richelieu, elle dit, vous avez sauvé la vie de ma sœur qui était inondée, puis que si elle n'avait pas eu ses chats, puis si vous n'avez pas eu, malheureusement, elle ne serait plus de ce monde, là. Elle aurait posé l'irréparable. Puis vous lui avez donné tu sais, vous l'avez soutenu, puis vous l'avez aidé parce que, bon, elle ne voulait pas se départir de ses animaux. Puis les hôtels ne les acceptaient pas, rien, tout ça. Donc, j'avais fait des batailles à ce moment-là pour qu'elle puisse se trouver un logis durant le temps là, que les travaux se fassent, puis tout ça. Bon, puis. Fait que, tu sais, on change des choses, des gens que je me suis battu pour qu'il y ait droit à des formations, puis qu'Emploi Québec n'acceptait pas, qu'ils ne trouvaient pas les budgets nécessaires, etc. Puis que maintenant, ces gens-là ont Ouais. des emplois de qualité, puis qui sont tellement fiers parce que ça a changé leur vie. Le travail de Des gens comté n'est pas connu, hein? Le travail de comté est qui sont très pas. méconnus, puis euh, malheureusement, tu sais, souvent, les gens qu'on a à aider, c'est des gens qui sont vraiment rendus, les portes se sont fermées partout. Donc, c'est vraiment des batailles là, de fond, là, du combattant à faire. Mais moi, j'aimais beaucoup ça, puis j'avais la chance d'avoir une équipe extraordinaire, parce qu'il faut quand même le dire, là, c'est pas uniquement les députés, même je pourrais dire que dans les circonscriptions, c'est rarement les députés là, qui font la différence, c'est vraiment les attachés politiques qui font la différence. Je pense à Joanne, je pense à Louis-David, je pense à Diane qui s'occupait dans mon bureau des gens qui, eux, ont toujours eu le mandat uniquement de s'occuper des relations avec les citoyens. J'ai eu d'autres attachés politiques qui avaient d'autres fonctions, mais ces trois attachés politiques-là, dans mes trois mandats, ont eu uniquement la responsabilité de faire en sorte qu'un citoyen qui nous contacte ou qui a Ouais. besoin de nous puisse avoir trouvé oreille à défaut de pouvoir l'aider. Puis dans certains cas, ben, ça change la vie. Puis je le vois encore, là, étant moi-même redevenu attaché politique pour une députée. Je vois mes collègues travailler, je me vois travailler, puis je sais comment que ça peut faire la différence pour les gens, ce travail-là. Puis en commission parlementaire, dans des projets de loi, hein, les gens disent, ah, les projets de loi, là, c'est parler pour parler, puis tout ça. Mais des fois, un amendement, ça peut faire toute la différence. Euh, c'est quoi ton regard maintenant sur la. Je veux pas. En tout cas, on va rester tout au provincial pour t'aider. Ou tu peux parler du fédéral si tu veux. Mais, tu sais, avec le. Je suis curieux de t'entendre si ça a vraiment changé. Tu sais, est-ce que ton époque, puis maintenant, on a eu la pandémie, une accélération peut-être des médias. C'est quoi ton regard maintenant sur la politique que tu vois aujourd'hui? Ah, les médias sociaux ont changé complètement la politique. Entre le moment que je suis entré en politique où Facebook était très peu présent en 2008, la plupart des candidats n'avaient pas de page Facebook, là. Je me souviens d'avoir, dans mon coin, on m'avait décerné le titre de gagnant des médias sociaux. Ben, j'étais le seul qui était dessus, là, tu sais, c'est pas une grosse bataille, là. Mais tout ça pour dire que c'est un autre monde là, maintenant, là. L'interaction avec un député est directe, est en temps réel, mais elle est souvent disproportionnée par rapport à la réalité. Les commentaires qu'on reçoit sur Facebook, ce n'est que les gens qui veulent bien nous faire des commentaires Oui. et c'est souvent des gens qui ont le goût ou la disponibilité en temps pour nous écrire, nous commenter. Mais la Ou qui sont grande en majorité, détresse, qui vont voir le député, travail de pardon? terrain, ou qui sont en détresse. Exact, exact. Mais la majorité silencieuse dans nos circonscriptions, elle ne nous écrit pas sur Facebook, là, ou encore moins sur Twitter, là.
Fait que tu penses-tu que Donc, les députés sont peut-être pas déconnectés, mais c'est plus dangereux de se fier aux médias sociaux maintenant qu'avant? ben oui, il faut pas créer, il faut pas croire que ce qu'on voit sur les médias sociaux, c'est la réalité. Parce qu'on le voit, là, combien de reportages là, qu'on le présente, là, entre autres pour les jeunes filles, tout ça, puis qu'on leur dit, ou les jeunes en général même, tu sais, la mode, le bonheur, puis tout ça. Combien de gens qui vivent de détresse parce qu'ils se comparent à leurs amis sur Facebook, qui ont Ah, il me semble que les autres, ils ont toujours des belles vies, ils ont des beaux décors, puis tout ça, mais tu sais, comment qu'on investit de temps pour avoir des belles photos, On etc. se là. met en scène. Ben, exactement, exactement. Et la pandémie n'aide pas. La pandémie fait en sorte que la plupart des politiciens, à juste titre pour respecter les règles sanitaires, n'ont pas pu être en contact avec leurs Ouais. citoyens pendant pratiquement un an et demi, près de 2 ans. Donc, c'est sûr que cette déconnexion-là ou cet éloignement-là fait en sorte que comment on fait pour être au fait des réels besoins de nos concitoyens? Bien, c'est ceux qui nous contactent à nos bureaux, qui sont souvent en détresse, puis c'est correct aussi. Quand ça va bien, quelqu'un n'appellera pas notre bureau pour dire Hey, en passant, ça va bien. Non, ça marche pas de même. Ça marche pas de même. Puis les réseaux sociaux, ben, il faut prendre ça, moi, je pense, avec un grain de sel. Puis ça fait en sorte que c'est plus difficile. Puis je peux comprendre qu'il y a des gens qui décident de ne pas se représenter, pas solliciter de nouveaux mandats, Ouais! parce que c'est pas facile de vivre avec ça. Puis qui explique, Puis, en tout cas, qui verbalise. Avant, on riait de l'explication, la justification, c'était toujours ma famille, je me suis éloigné de ma famille. Mais là, je sais pas si c'est vrai, mais de plus en plus, on parle de la toxicité des médias, en tout cas, des communications en ligne. Là. Pas dire juste médias oui, sociaux, là, mais c'est vrai, c'est y vrai. a-t-il un problème, un enjeu maintenant dans la société? Ben, je sais pas si. Ben, je pense que la pandémie a amplifié. Puis je pense que on dit les communications en ligne. Effectivement bien de le mentionner parce que les courriels aussi, c'est pas évident non plus, là. On en reçoit des vertes et des pommures des fois. Mais je dirais que la pandémie a accentué ce climat-là en général en ce moment, là. On le voit que on est plus tendu, on est plus fatigué, on est plus irrité, on est tanné, on a hâte de se voir, on a hâte de ne plus avoir à porter un masque tout le temps, on a hâte de pouvoir voyager, etc. Tu sais, moi-même, le premier, j'ai hâte de mettre des points sur ma carte, là, tu sais. Donc, je peux comprendre tout ça. J'ai espoir que les choses s'apaisent dans les prochains mois, prochaines années, mais j'ai pas de boule de cristal, là. Ouais. Ouais, effectivement. Écoute, je te laisserai la parole pour terminer. Si tu as un appel à l'action à faire aux auditeurs pour peut-être plus le musée politique, est-ce que, j'imagine que tu vas inviter les gens à y aller, mais est-ce qu'on peut participer, te faire des dons, te signifier qu'on a peut-être des choses à te partager? Je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Ben oui, tu sais, tant qu'à le dire, là, allez le visiter, ça serait bien intéressant pour vous et pour moi, ça serait bon pour mes statistiques. Donc, il y a deux façons d'en profiter, soit sur le site web à www.politiquequebec.com. Mhm. Il y a déjà là, 6 expositions qui sont présentes. Et aussi la page sur Facebook du Musée virtuel d'histoire politique du Québec, où je tente à chaque jour qu'il y a un anniversaire, soit de décès, de naissance d'un premier ministre ou d'une élection, de montrer quelques objets en lien avec ça pour pouvoir faire une publication. Donc, si les gens ont des commentaires, des suggestions d'exposition, ben, je suis toujours preneur. Des fois, c'est bien de sortir de notre bulle puis d'avoir des idées des gens. Mais aussi, bien entendu, si vous avez des pièces que vous souhaitez vous départir ou vous connaissez des gens, bien, toujours preneur, bien entendu. Mais aussi, si vous avez des pièces que vous êtes attachés, mais que vous acceptez de prêter pour des expositions, je suis aussi preneur. C'est l'avantage d'un musée virtuel. Une photo, des fois, peut autant bien faire la job que d'avoir l'objet en vrai. Donc, c'est. Puis je vous dirais aux gens de préserver notre patrimoine politique. De préserver, parce que je suis un collectionneur, mais plus qu'il y aura de collectionneurs, plus qu'il y a des gens qui vont. Puis là, je me tire dans le pied, là, parce que je vais faire monter Pourquoi? les prix et les enchères, là. Mais quand même, je le prends le risque, là. Plus qu'il y aura de collectionneurs au Québec, plus qu'il y aura un intérêt, plus qu'il y aura un intérêt, plus que peut-être qu'il y a des gens qui vont nous entendre et qui vont dire Ouais. oui, ça serait bien d'avoir
un lieu de préservation de ces endroits. Il y a déjà des institutions qui le font. L'Assemblée nationale, la Bibliothèque de l'Assemblée nationale le fait, la Bibliothèque Archives nationale, la BANQ, mais les sociétés d'histoire dans chacune des localités, mais quand même d'avoir un réseau pour notre histoire politique, je pense que ce serait quelque chose d'important. Donc, intéressez-vous à notre patrimoine, puis un dépliant d'aujourd'hui d'une élection ou une carte de visite d'un candidat pourra peut-être raconter un moment d'une histoire importante dans quelques années. Voilà, aujourd'hui, peut-être qu'on peut trouver que ça n'a pas vraiment de valeur, mais pourtant, avec le regard de l'avenir, peut-être qu'effectivement, ça dit quelque chose. Mais merci Dave, l'appel est lancé. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Et merci aux auditeurs également. C'était notre épisode cette semaine. Comme toujours, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez nos médias sociaux sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'oubliez pas l'infolettre, n'oubliez pas notre boutique et nos nouvelles formations. Puis là, les municipales s'en viennent, mais si vous commencez en politique, si vous voulez en apprendre plus sur l'organisation politique, on a déjà 3 formations politiques qui sont disponibles via formation.engagépublic.com. Merci encore à Dave Turcotte et à tout le monde. À la semaine prochaine.